Franck Etienne qui conduit la liste ensemble. J'ai l'honneur de te dire bienvenue dans la cour des grands. Tu sais, dans le ciel, en ce moment il y a de la joie. Cette chanson pour te dire bienvenue dans la cour des grands. Africa, America, Europe, Asia, Australia, tout le monde est là, c'est toi qu'on attendait. En Africa, America, Europe, Asia, Australia, tout le monde est là, et on t'était cassé. Américaine, il faut se lever. Raise up, ça c'est important. Comme c'est beau. Et je voudrais saluer avec beaucoup de respect le GEPSI qui est représenté ici fortement par notre doyen André Wéhi, que je voudrais qu'on salue encore. Merci beaucoup. Qui est Franck Etienne? On décide de le suivre, beaucoup de gens se posent la question. Il y a eu assez de spéculations. Les spéculations, elles continuent, mais elles ne sont que des élucubrations vaines. Parce que les élucubrations vaines ne peuvent qu'entraîner à des engouements qui simplement peuvent entraîner aussi à des soulèvements qui sont facilement maîtrisés par la matière grise lorsqu'il y a un bruit qui n'a rien à exprimer et qui traduit sincèrement l'apparence péremptoire de ceux qui décident de s'hasarder là où il ne faut pas. Il faut mettre en face de la matière grise. Qui est Franck Etienne? Franck Etienne fait ses premiers pas dans le journalisme à la fin de l'année 2002 en tant que stagiaire au magazine Wari. Après avoir brillamment réussi le select, je dis bien le très select test d'entrée du CERCOM, nous en sommes pensionnaires, donc à l'époque, bêta, tu sais, on n'orientait pas. Sur 1500, Franck Etienne est 16e sur 50 retenus. Il y avait 1500 candidats. Franck Etienne est 16e sur 50 retenus, alors qu'il connaissait toutes les réponses. Ça veut dire qu'à l'époque, c'était vraiment les éminents qui y entraient. Après le CERCOM, un an plus tard, alors qu'il est simultanément inscrit en maîtrise de lettres modernes à l'université Houphouët-Boigny de Cocody, je dis Houphouët-Boigny parce que c'est récent à l'époque, voilà. Au temps de nos aînés, c'était l'université d'Abidjan. Nous, on a fait l'université de Cocody. Ceux qui sont là, c'est l'université Houphouët-Boigny. Donc, en licence de communication des organisations au CERCOM, il choisit de marquer une pause professionnelle afin de se consacrer pleinement à ses études. Franck Etienne, en 2007, revient alors qu'il poursuit une thèse de lettres modernes pour signer son retour dans la presse au journal sportif Fanion. 2 ans plus tard, en 2009, il quitte la rédaction pour explorer l'univers des agences de communication. Il rejoint donc Alter Ego Communication, où il est recruté comme concepteur-rédacteur, affinant ainsi son sens de la stratégie éditoriale et du message d'impact. En 2012, il revient définitivement à la presse écrite en intégrant le quotidien La Matinale.
Dès lors, son parcours s'inscrit dans une dynamique continue au sein de plusieurs rédactions de référence, notamment Afrique Presse, Abidjan Presse et Le Rassemblement. En 2021, mu par une vision entrepreneuriale et éditoriale affinée, il fonde le média en ligne adjoa.net dédié à l'actualité nationale et à l'analyse citoyenne. Parallèlement à son activité de journaliste, Franck Etienne est consultant analyste politique et intervenant régulièrement sur plusieurs émissions de débats télévisés où ses analyses sont reconnues par leur rigueur, leur pédagogie et leur indépendance. Il est également consultant réalisateur de l'émission radiophonique 90 minutes pour convaincre sur Radio Côte d'Ivoire, un rendez-vous de débat approfondi autour des grands enjeux politiques et sociétaux. Titulaire d'un Master 2 en sciences politiques et d'un certificat en intelligence économique délivré par l'École nationale d'administration de Paris, il développe une lecture stratégique de l'information à la croisée du journalisme, de la gouvernance et de l'anticipation des rapports de force. Il est par ailleurs auteur de l'ouvrage à succès « Maman, je suis devenu journaliste », témoignage personnel et engagé sur les réalités, les exigences et les responsabilités du métier. Acteur engagé de la corporation, Franck Etienne siège dans les instances dirigeantes de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire depuis 2016, soit 10 ans officiellement, où il œuvre activement pour la modernisation, la crédibilité et la défense du journalisme ivoirien. Mesdames et messieurs, honorables invités, chers aînés, chers confrères, journalistes de Côte d'Ivoire, d'ici et d'ailleurs, voici l'homme que la liste Ensemble pour une union forte, solidaire et responsable a décidé de porter en triomphe aux élections des 13 et 14 février 2026 pour cette 12e édition du congrès, on va dire ainsi, et cela mérite des applaudissements nourris. Voici pour vous, maintenant, Atlas, tu nous donnes la musique. Je vous demande maintenant de recevoir pour son intervention ici et maintenant le candidat. Non. Les Amazones sont où? Non, venez, levez-vous. Elles sont où, les Amazones? Elles sont où? Je demande à toute l'équipe de se lever. Non, pas vous les invités, à toute l'équipe. Venez pour accueillir votre homme fort. Voilà. Mettez-vous là. Mettez. L'équipe, montez. Mesdames et messieurs, je vous demande de recevoir ici le candidat Franck Etienne. Franck Etienne, pour son intervention. Merci beaucoup. Attends, c'est pas le moment. Hein. C'est à partir de ça qu'on doit te payer. Hein. Donne un peu donne la basse. Bon, je lui donne mon micro. Donne un peu. Alors, je suis allé prendre les bénédictions de Fernand Dédé parce que c'est par lui que tout a commencé en réalité. Et comme il a vu beaucoup de jeunes passer, il ne m'a pas reconnu. Mais dans la vie, on dit que le bourreau, là, il ne reconnaît pas la victime.
La vie, tu n'oublies jamais. Parce que en son temps, je venais d'avoir le bac et je marchais beaucoup parce que, bon, vous savez, moi, je l'ai décrit dans mon livre, hein, donc ce n'est plus un secret pour quelqu'un. Je suis issu d'une famille très pauvre. Donc, je marchais beaucoup pour joindre les destinations. Et puis, je descendais du pont de Gaulle, puis j'ai vu Labora, un journal. Or, comme je voulais devenir journaliste, je me suis dit, il faut que je rentre pour aller demander aux gens avant que je devienne journaliste. Et je suis arrivé, j'ai trouvé un monsieur qui était là. Je lui ai dit que, tonton, moi, je veux devenir journaliste. Je viens d'avoir le bac. Il dit, bon, ok. Bon, va écrire un papier que tu envoies. Il dit, mais il a écrit dans quoi? J'étais un peu mélangé parce que, attendez, tonton me dit un papier. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je suis revenu un mois après avec un papier parce qu'on était dans le mois de décembre. J'ai écrit, mon premier papier c'était décembre, mythe ou un mois normal ou un mythe. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, le grand frère a regardé, il a bien lu. Et puis il m'a dit que, est-ce que tu sais que c'est un bon sujet que tu as abordé? Mais ce que je te demande, c'est d'aller rencontrer les gens. Va rencontrer des chrétiens, va rencontrer des musulmans, va rencontrer des gens pour enrichir ton papier. J'avais tellement honte, je suis parti, je suis revenu. Et des années plus tard, Dieu merci, je deviens journaliste et je rencontre l'aîné et je me retrouve aujourd'hui dans la même salle que l'aîné. Je voulais qu'on lui rende hommage et qu'on lui dise merci. C'est vrai qu'après lui, il y a eu l'immense, l'incommensurable, l'instance de validation, Bamba Alex, qui m'a regardé un jour, après 15 jours, après deux semaines donc de travail, et il m'a dit, décidément, tu es bon. Parce qu'il ne croyait pas en moi quand je venais au début. Après 2 semaines, il m'a regardé, il m'a dit, décidément, tu es bon. Je rends ces 2 témoignages pour dire que personne n'a attrapé ma main pour venir dans la presse. Je suis venu de moi-même. Je suis venu de moi-même. Et quand on vient quelque part de soi-même, on fait comme tous les orphelins du monde, on se bat pour y arriver. J'essaie de transformer l'huile en mayonnaise, en beurre. J'essaie de le faire parce que la vie m'a obligé à apprendre à le faire. Chers aînés, je voulais citer André Ouyi, citer Tchebiche, qui est mon aîné avec qui j'ai travaillé donc, dans le bureau actuel, parce qu'on est encore dans le bureau jusqu'à la dernière seconde. Je voulais citer Manegui Alain, qui représente le président Cissé Sendou. Je voulais citer mon grand frère Baklimi Kwame, que j'ai rencontré, que je connais depuis, mais que j'ai démarché pour me soutenir il y a seulement quelques jours. Mais je respecte vraiment la spontanéité avec laquelle le grand frère a dit « je suis partant ». Quand il a dit ça, j'ai un peu douté, parce que je me suis dit souvent les aînés là, ils te disent oui, et puis après alors qu'ils ont déjà dit oui aussi à l'adversaire. Mais avant que je n'arrive à la maison, j'ai vu l'aîné a commencé à publier sur tous les réseaux sociaux son soutien à Franck Etienne. Je voulais qu'on lui dise merci. J'ai mon aîné, donc je voulais saluer aussi Sissoko Aboudraman, M. Sissoko Aboudraman, qui est conseiller technique du directeur général de la CNPS. Et pour la petite histoire, je ne vais pas donner tous les détails, hein. Grand frère, il ne faut pas t'inquiéter. Quand Jean-Claude Koulibaly a gagné, Jean-Claude devait passer à la télé, parce que quand on gagne, on passe à la télé, hein, les gars. Donc, Jean-Claude devait passer à la télé, Jean-Claude m'a appelé à 13h, il m'a dit, bon, viens, on fait le 13h. Et puis, on est parti. Et c'est vraiment magique. Quand on a fini la télé, avec les félicitations d'Abiba d'emmener tout ça, il a dit, bon, on va quelque part, on va manger. C'est le grand frère qui nous recevait. Vraiment, merci beaucoup.
Mais de 13h à minuit, hein, c'est pas une petite réception. Alors, chers aînés, chers consoeurs, chers confrères, chers jeunes journalistes, tout à l'heure j'ai vu mon petit frère, il a été notre étudiant aussi, hein. Voilà, Aboubakar Siddiq témoigné, qui est d'ailleurs très brillant sur la chaîne qu'il dirige en tant que rédacteur en chef. Je voulais qu'on rende grâce à Dieu. Dieu qui nous a permis de nous réunir ce matin. Avant toute chose, ça a été déjà fait. J'avais voulu souhaiter qu'on se lève pour une minute de silence pour tous nos disparus. Mais le maître de cérémonie l'a déjà fait, donc on peut passer. Parce que ce sont des personnes récemment donc à Toumbré qui nous a quittés, mais qui ont consacré leur vie à ce noble métier. Que Dieu les accueille dans son paradis céleste. Je voudrais également rendre hommage aux présidents de l'UNJCI qui sont succédés à la tête de notre union. Je parle de Yao Noël, de Diego Bailly, paix à son âme, de Honora de Yedagne, de Amos Benao, de Kriwazeli, paix à son âme, de Mam Kamara et de Traoré Moussa d'IMT. Mais permettez-moi de penser tout particulièrement à Jean-Claude Koulibaly, avec lequel j'ai vraiment un grand privilège de travailler. J'aurais pu écrire que j'ai eu un grand privilège, mais je vais dire j'ai eu un grand privilège quand il s'est investi. J'ai vraiment un grand privilège de travailler avec ce grand homme, qui est grand à la fois au propre comme au figuré, qui est grand dans ce qu'il fait, dans les valeurs qu'il défend. Vous saviez qu'on était très opposés en 2019, alors qu'on venait du même bureau. Mais malgré nos différences, nous avons su trouver un terrain d'entente pour avancer ensemble dans l'intérêt supérieur de l'UNJCI. Chers confrères, mesdames et messieurs, je me tiens aujourd'hui devant vous avec humilité, mais aussi avec une conviction profonde. Le journaliste ivoirien mérite davantage de reconnaissance et de meilleures conditions pour exercer sa mission. Il mérite mieux que la précarité. Il mérite mieux que l'invisibilité. Il mérite mieux que la résignation. C'est par devoir, chers frères, chers confrères, que j'ai décidé de me porter candidat à la présidence de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Un devoir envers ce métier qui nous a tant donné, parfois au prix de nos nuits. Au prix de nos nuits. Nos femmes ne nous voyaient pas. Elles continuent de ne pas nous voir. Au prix de nos familles, de notre santé, et même pour certains de nos aînés et de nos amis, au prix de leur vie. Si j'ai pris cette décision, c'est parce que je me sens prêt. Je me sens prêt. C'est parce que je suis proche de chacune et de chacun d'entre vous. C'est parce que je veux me mettre au service d'un journalisme d'excellence. Chers consoeurs, chers confrères, je suis Franck Etienne. Je suis Franck Etienne. Je suis journaliste. Parce que j'ai foi en ce métier. J'ai la conviction que malgré les difficultés que traverse aujourd'hui notre secteur, le journalisme peut encore nourrir son homme et lui offrir une dignité. Je suis journaliste et je le reste parce que j'aime profondément ce métier. Je suis journaliste. J'ai refusé de céder au chant des sirènes de la fonction publique ou des cabinets ministériels. Je n'ai jamais attendu un congrès pour m'intéresser à la vie de notre union. J'y suis engagé par conviction et par fidélité à notre profession. Quelle est donc la vision que je porte avec mon équipe? Ce que vous avez vu tout à l'heure,
qui sont des hommes et des femmes très braves, et je souhaite que vous applaudissiez encore. Notre vision est simple, mais exigeante. Faire du journalisme ivoirien un métier d'excellence. Replacer le journaliste au cœur de son métier et d'en faire un métier respecté, un métier protégé, un métier valorisé. Car, disons-le avec force, il ne peut y avoir de démocratie solide sans journalistes solides. Il ne peut y avoir de république forte sans journalistes debout. La grande Côte d'Ivoire à laquelle nous aspirons a besoin d'une presse forte, crédible et indépendante. Et l'UNJCI doit être l'outil central de cette ambition. À nos anciens ici présents, je veux dire ceci. Vous êtes la mémoire vivante de notre profession. Vous avez ouvert le chemin dans des contextes parfois hostiles. Vous avez tenu la plume quand il fallait du courage. Notre projet ne vous oubliera pas. Vous êtes compris dans notre projet. Il vous honore. Aux jeunes journalistes, je dis, ce métier est encore beau, malgré tout. Avec conviction et détermination, nous voulons incarner, mon équipe et moi, une force de réflexion et d'action concrète. Nous voulons porter plus loin et plus haut notre organisation. Nous voulons la renforcer dans ses qualités. Nous voulons améliorer ce qui a été bien fait par nos dévanciers. Et nous voulons innover ensemble avec vous. Notre projet se structure en 4 grands axes et 2 engagements. Le premier axe, c'est de redonner sa dignité aux journalistes ivoiriens. Notre premier combat sera celui des conditions de vie et de travail. Nous mettrons en place pour cela un cadre de concertation permanente avec l'ensemble des organisations patronales, les syndicats et l'État. Il nous faut être unis et discuter avec l'État et poser nos problèmes ensemble. Avec pour objectif de discuter de l'application effective de la convention collective. Il faut que cela soit une réalité, pas seulement sur le papier, mais dans la rédaction, et c'est possible. Dans ce cadre permanent de concertation, nous plaiderons pour une revalorisation salariale. Nous plaiderons pour un financement durable des entreprises de presse. Nous plaiderons pour une meilleure reconnaissance des journalistes fonctionnaires de l'AIP qui méritent d'avoir un statut particulier. Nous plaiderons pour l'amélioration du statut des radios communautaires et de la presse en ligne. Je vais faire une petite digression. La presse en ligne et les radios communautaires, les textes réglementaires, les textes qui encadrent ces 2 grands groupes sont encore très faibles. Nous allons discuter avec l'État pour que ces textes-là soient plus pratiques et plus bénéfiques pour les journalistes. Toutefois, un journaliste digne est aussi un journaliste bien formé. C'est pourquoi nous allons créer un secrétariat permanent à la formation. Son rôle sera d'identifier nos besoins en formation et de rechercher à la fois les financements et des partenariats avec des universités, des médias cotés, des experts aussi bien nationaux qu'internationaux pour nous former aux nouvelles spécialités en économie, en sécurité, en environnement, en intelligence artificielle, etc. Nos aînés, et j'ai approché le Sénat et je leur ai dit ceci, j'ai besoin que les aînés reviennent vers nous. C'est eux qui seront nos experts. D'abord, avant qu'on aille chercher ailleurs. C'est eux qui seront nos experts. On va pas inventer. Voilà. Jean-Claude Koulibaly a déjà signé un partenariat avec l'université. On fait des cours à coût réduit et à temps modéré avec le CERCOM. Nous, ce que nous prévoyons, c'est d'étendre ce partenariat à d'autres facultés parce que nous voulons insister sur le journalisme de spécialité, de sorte que quelqu'un qui a envie de faire un diplôme en environnement
ou bien qui a envie d'être journaliste spécialisé en environnement puisse aller faire un diplôme en environnement. Il y a aujourd'hui suffisamment d'universités en Côte d'Ivoire et nous signerons des partenariats avec chacune d'elles. Voici ce sur quoi nous voulons mettre accent dans la formation. Mais en plus, nous voulons renforcer l'autorégulation. Nous voulons remettre sur pied. C'est vrai que dans les faits, que dans la théorie, il existe déjà, mais il faut que dans les faits, l'OLPED revienne. Venant Dédé, il faut que dans les faits, l'OLPED revienne. J'insiste sur l'OLPED parce que l'OLPED est un fils de l'UNJCI. Voilà. Un fils conçu par l'UNJCI seul, grâce à l'Esprit Saint. L'Observatoire de la liberté, de la presse, de l'éthique et de la déontologie, qui corrigeait nos papiers, si vous vous souvenez, corrigeait nos papiers. Il disait là où il fallait bien faire, là où il fallait s'améliorer. Nous, on va faire en sorte que l'OLPED revienne. On va plaider pour que l'OLPED soit doté de plus de moyens et qu'il soit respecté. Et nous protégerons chaque journaliste grâce à une assistance juridique permanente. Nous voulons signer un partenariat avec un cabinet d'avocats. Parce que, vous savez, chaque fois qu'on a un problème et qu'on va chercher un avocat, c'est au moment où on va le chercher qu'il va se documenter sur la liberté de la presse. Or, si nous signons un partenariat, dans le cadre de ce partenariat, il sera obligé de se documenter bien avant que les problèmes se posent à lui. Croyez-moi, sous notre magistère, aucun journaliste ne sera laissé sans assistance. Tous les journalistes seront assistés, quel que soit le problème que vous avez. Quelqu'un m'a posé la question hier, il m'a dit ceux qui n'ont pas la carte CIJP. Je lui ai dit, dès que un média nous dit que tu écris chez lui, nous on te considère comme journaliste. Voilà. D'ailleurs, on va venir avec la solution pour la carte CIJP. Notre vitrine actuelle, le prix Ebony, nous comptons le réformer un peu. Nous allons le transformer, le rendre plus inclusif, plus valorisant, plus ambitieux, avec des récompenses à la hauteur de notre talent, des opportunités internationales réelles et un rayonnement continental. Le Super Ebony à 20 millions, ce n'est pas un luxe. Super Ebony, 20 millions, ce n'est pas un luxe. Je l'ai dit et quelqu'un me dit, mais où il va avoir 20 millions pour donner au Super Ebony? Dites à celui qui vous dit ça que la voiture qu'on donne déjà au Super Ebony, c'est 15 millions. Donc il reste à trouver seulement 5 millions pour compléter. Parce que dans ce que j'ai dit, je n'ai pas dit, je lui donné voiture plus 20 millions. J'ai dit, je lui donné 20 millions. Je veux être réaliste. Voilà, je veux être réaliste parce que les partenariats, ça ne dépend pas de nous seuls. Quand tu n'es pas encore assis, il faut éviter de dire que tu as des partenaires. Parce que le partenaire qui vient vers toi, quand tu n'es pas encore assis, peut-être que quand tu vas t'asseoir, il va se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas un mariage qui est bon pour lui. Mais ce que je sais et ce que je peux faire, parce que 10 années quand même à l'UNJCI m'ont forgé et m'ont fait voir dans le ventre de la pile. J'ai dit, Super Ebony, on te donne 20 millions en liquide. Pour faire en sorte que nos réformes puissent passer, nous allons mettre en place un comité de pilotage, voilà, qui sera donc, qui comprendra à la fois les aînés, les patrons, les journalistes, les syndicats, parce que vous savez, le vrai problème, souvent, et puis les partenaires ne respectent pas leurs engagements, c'est parce que à la signature des partenariats, on n'associe pas les patrons. Toi, tu travailles dans le journal de quelqu'un, et puis tu ne l'associes pas, tu t'en signes un partenariat, tu dis à celui qui vient signer avec toi que je te fais passer dans le journal. Et puis après, quand tu viens, ton patron dit non, ce papier-là ne passe pas.
et ils ne peuvent pas passer. Ça fait que chaque année, on est obligé de changer de partenaire. Nous disons que l'UNJCI qu'on veut diriger, ça sera l'UNJCI de tout le monde, à la fois des patrons, des journalistes, des syndicats et même des techniciens. Il faut que tout le monde soit dedans. On va diriger l'UNJCI avec tout le monde. Parce que le technicien, c'est lui qui place la publicité. S'il n'est pas content, il peut mal placer. Voilà. S'il n'est pas content, il peut mal placer. Donc, on va signer des partenariats avec les organisations. Toutes les organisations, même les organisations de quartier. On va signer des partenariats pour que l'UNJCI soit vraiment ancré au plan national, puisque notre ambition, c'est de faire en sorte que l'UNJCI sorte des frontières de la Côte d'Ivoire. Regardez, on fait Ebony, on désigne notre meilleur journaliste. Et quelquefois même dans notre propre pays, on est incapable de le mettre à la une. On est incapable de le mettre à la une. Dans notre propre pays, avant de dire que les médias étrangers vont reprendre. Nous, on va faire en sorte que dans notre propre pays, quand tu es super Ebony, ou bien quand tu es Ebony, vraiment que le pays sache qu'il y a un Ebony qui est né. Voilà. Et que après, on se projette maintenant sur l'international. Au niveau de l'axe 2, nous parlons donc de protection sociale et de solidarité. À ce niveau, je vais vous dire, comme tout à l'heure, j'ai dit que l'OLPED était le fils unique et de l'UNJCI. Au niveau social et au niveau de la solidarité, nous, on a une vie. Voilà. Mais cette fois-ci, on l'a faite avec le GEPSI. Voilà. C'est une fille qui a un papa et une maman. Voilà. Donc, avec MS Media, nous renforcerons le fonds de la solidarité qui existe déjà. Hein. Ça existe déjà. Nous renforcerons le fonds de la solidarité, plaiderons pour un accès facile aux logements sociaux. C'est un projet qui est en cours. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. On a écouté celui qui a initié le projet, qui est le gouvernement, et qui a passé la main à MS Media. Quand on a fini de l'écouter, on s'est rendu compte que, en fait, il ne nous connaît pas bien. Voilà. Il ne nous connaît pas bien. Parce que voilà ce qu'il a dit. Je te donne 8 millions et puis tu payes le reliquat. Et l'entreprise dit, quand on te donne 8 millions, toi le reliquat là, tu payes tout avant d'avoir la clé. Voilà ce que l'entreprise dit. Vous comprenez? C'est vrai que l'entreprise dit, tu peux payer par Orange Money, tu peux payer un peu. C'est vrai, tu vas te dire que c'est facile. Mais si on nous connaissait bien, on doit savoir que ça là, c'est pas facile. Donc ce que nous on veut faire, c'est de dire à l'État, ton projet que tu as commencé, les 1000 logements là, nous on est d'accord avec ça. MS Media, vraiment on est d'accord avec ça. Mais pardon, le reliquat là, il faut nous permettre de payer ça en location-vente. Moi je loue une maison à 50 000 francs CFA. Je viens devant l'État, je lui dis, je peux payer 50 000 francs CFA. On dit, bon, toi, pour toi, là, c'est dans 30 ans que la maison va te réveiller. Et puis c'est fini. Personne ne va mourir. Personne ne va mourir. L'État n'a qu'à donner des garanties à l'entreprise pour dire, bon, comme ce sont mes enfants, parce que nous sommes les enfants de l'État, des enfants légitimes de l'État. Et nous sommes un pilier essentiel pour la démocratie. Pour que la démocratie vive, il faut que nous vivions. Pour que la démocratie soit debout, il faut que nous soyons debout. Donc, comme ce sont mes enfants, il faut leur accorder ça. Celui-là, il va payer dans 30 ans. L'autre, il va payer dans 15 ans. L'autre, il va payer dans 10 ans. L'autre, il va payer dans 50 ans. Et puis, on est là. La maison de nos parents serait 75 ans. Si Koji, est-ce que c'est mort? Est-ce que quelqu'un est mort? Alors, donc, on peut toujours demander. Nous nous battrons aussi pour l'élargissement de la couverture santé et retraite, pour une augmentation du nombre de journalistes seniors bénéficiaires de la rente viagère. Vous savez, ça c'est un projet de l'État qu'il a confié à MS Media. Et une rente viagère qu'on donne aux seniors. Bon, si on ne sait pas pour que le nombre augmente, c'est pas bon. Parce que nous, on sait qu'on va devenir senior. Voilà.
Donc on se bat pour que le nombre augmente, on se bat aussi pour que la cagnotte augmente. Voilà, pour qu'il y ait des critères clairs de sélection et que le gars il sache que quand il va devenir senior, voici ce qu'il attend. Parce que les députés, leur rente viagère là, ça commence à partir de 55 ans. Quand ils ont 55 ans, ils disent ah, j'ai été député une fois dans ma vie, j'ai même servi. Vous voyez? Donc nous aussi, quand on sera senior, il faut qu'on sache à quoi on doit s'attendre. Nous organiserons chaque jour, à partir de et chaque année plutôt, à partir de la deuxième année de notre mandat. Je préfère bien préciser. Parce que vous savez, notre mandat va commencer en février. Voilà. Donc, on va faire comme c'était avant. Mais à partir de la deuxième année de notre mandat, on va commencer à programmer ce qu'on appelle un forum international du journalisme en Côte d'Ivoire. Peut-être ça ne va pas s'appeler forum international, peut-être ça va s'appeler les grands rendez-vous, peut-être ça. Mais dans tous les cas, il faut que la Côte d'Ivoire devienne aussi un hub. Il faut que la Côte d'Ivoire devienne aussi un endroit où les journalistes se réunissent pour réfléchir sur leur métier. Comme on a parlé de convention collective en haut là-bas, sachez que nous, notre programme, il est comme un engrenage. Il est comme une chaîne. Si vous enlevez un maillon, la chaîne ne peut plus fonctionner. Vous avez vu qu'on a parlé des conventions collectives en haut là-bas, non? Et puis il y a des gens qui se sont demandés, mais convention collective, est-ce qu'ils pensent que c'est sérieux? Bon, on va vous montrer maintenant comment est-ce qu'on pense que ça peut être fait. Parce que, avant d'aller dire à l'État qu'on veut, ou bien avant de dire à nos patrons qu'on veut que vous nous payiez à la convention collective, nous, UNJCI, on va aller porter d'abord le palabre de nos patrons. Voilà. Et on va proposer des solutions à l'État. Pour l'instant, nous sommes encore en campagne. Donc peut-être que les solutions auxquelles on est en train de penser ne sont pas des solutions viables. Vous allez nous excuser pour ça. Vous devez simplement retenir que nous avons la volonté de trouver les poches où l'État peut avoir l'argent pour dire à l'État, c'est ici, tu peux prendre, c'est ici, tu peux prendre, c'est ici, tu peux prendre pour nous donner. Donc on a dit qu'on va engager la discussion avec les GAFAM, avec l'État. Quand j'ai dit ça, j'ai essayé de checker un peu et je me suis rendu compte que le Sénégal avait commencé. Les journalistes sénégalais ont commencé. Mais quand ils ont commencé, on a dit, ça c'est un palabre de l'État. Quand ils ont mis l'État dedans, ils se sont rendus compte que l'État même est petit. Et donc on a discuté, on s'est dit, bon, c'est simple. Il faut engager soit la CEDEAO ou bien lui et moi. Parce que c'est tous les pays, ce sont tous les pays d'Afrique francophone qui ne sont pas rémunérés par les GAFA. Les GAFAM. Tous les pays d'Afrique francophone, j'insiste bien sûr francophone. Ça veut dire aujourd'hui, pour que vous soyez payé parce que vous êtes un créateur de contenu, il faut que vous ayez une adresse là-bas. Vous comprenez? Donc il faut qu'on engage cette discussion-là. Ça va permettre d'avoir un peu d'argent. Nous souhaitons créer une sorte d'académie. Voilà. On va trouver le nom plus tard, mais pour nos jeunes frères qui sortent des écoles, pour leur permettre quand même une transition. Bon, je ne sais pas pourquoi ça a glissé ici. C'est au plan social. Ok, d'accord. Au plan social, il y a une autre chose qu'on veut faire, c'est de créer un annuaire des journalistes professionnels. Certains m'ont dit que ça existe déjà avec la CIJP. Non. Ce qu'on veut créer, c'est vraiment un annuaire. Alors, un annuaire sous forme de carte de visite. C'est-à-dire que quand on dit oui André, c'est-à-dire qu'on met ton nom oui André dedans, on met en quelques lignes tout ce que tu sais faire. Tout ce que tu sais faire est ton contact. De sorte que toute personne qui veut contacter un journaliste spécialiste dans tel ou tel domaine puisse automatiquement à partir de l'annuaire contacter le journaliste. Ce qu'on veut faire aussi, c'est de plaider auprès de l'État, auprès de la CIJP, donc qui est l'État, pour un accès plus souple à la CIJP.
Voilà. On a mis dans notre programme qu'on va négocier pour que la carte revienne à 5 000 francs et que ce soit tous les 3 ans. Parce que carte d'identité même coûte 5 000 francs, puis c'est tous les combien? C'est tous les 10 ans. Donc, on veut négocier pour que l'État regarde de ce côté-là. Parce que être journaliste en 2021, ne pas être journaliste en 2022, redevenir journaliste en 2026, ne pas être journaliste en 2028, vraiment, ça nous fatigue un peu. Le journalisme ivoirien doit pleinement entrer dans le 21e siècle. Sur l'axe 4, l'axe donc de la gouvernance de l'UNJCI, à ce niveau-là, je vais juste laisser le papier pour vous dire ma pensée profonde. L'UNJCI, vous voyez, c'est tellement difficile souvent de mobiliser. Quand on a une conférence de presse, on ne voit personne. Quand on a une petite formation, on ne voit personne. C'est seulement Ebony qui arrive à mobiliser au moins 400 journalistes. Seulement Ebony. Seulement Ebony. C'est pas bon. Et les congrès. Congrès même, ça ne mobilise pas. Parce que souvent, bien souvent, les candidats sont obligés d'aller voir les gens et de payer leurs cartes. Donc l'UNJCI, en réalité, quand on se regarde, elle n'est pas attractive. Il faut qu'on se dise les choses. Dieu merci. Ici, on n'a pas transporté quelqu'un qui n'est pas journaliste. Tout le monde vote, non? Tout le monde vote, non? Tout le monde est journaliste, non? Donc on peut se dire ça. L'UNJCI doit redevenir attractive. Et donc, on souhaite par exemple retoucher un peu notre maison, notre environnement, le rendre plus beau et faire en sorte qu'il soit un carrefour avec des négociations, avec les diplomaties, avec les comment on appelle ça, les managers d'artistes. Négocier pour que l'UNJCI, la maison de la presse, soit un vrai carrefour. Voilà. Où chaque personnalité qui rentre dans ce pays puisse venir parler un peu aux journalistes. Nous voulons aussi faire en sorte que chaque membre du bureau de l'UNJCI soit vraiment un membre qui travaille pour la communauté. Et je donne un exemple. Le vice-président, on a 7 vice-présidents à l'UNJCI. On a un vice-président, par exemple, qui est chargé de la liberté de la presse et de la formation. Ce vice-président-là, nous voulons lui fixer 3 objectifs. Le premier objectif, c'est qu'il arrive à faire le monitoring de la liberté de la presse, à la fois dans le monde et en Côte d'Ivoire. On a dit on veut aller vers le monde, non? Quelqu'un allait se demander, est-ce que c'est parce qu'ils vont inviter les gens ou bien comment ils vont faire? En réalité, on va s'inviter dans le monde. Parce qu'on va faire le monitoring de la liberté de la presse dans le monde. S'il y a un manquement à la liberté de la presse à Zagreb, nous on est ici, notre petit vice-président là, il fait communiquer. Et puis on donne à l'ambassade, on met un peu partout où ça peut toucher. À un moment donné, si on a fait ça 1 an, 2 ans, 3 ans, à un moment donné, nos communiqués là seront un peu considérés aussi. Et c'est comme ça qu'on va se projeter vers le monde. Et donc, ce vice-président qui aura pour deuxième objectif de faire le monitoring du discours public, c'est très important parce que ces dernières années, on remarque que le procureur sort beaucoup. Mais nous sommes aussi les gardiens de la société. Les journalistes, nous sommes les censeurs de la société. Ça veut dire que tous les discours qui seront prononcés dans le domaine public, il faut que nous, là, on puisse aussi en parler. On fait le monitoring pour dire tel discours est confligène, tel discours n'est pas bon, tel discours. Parce que si on veut construire une grande nation, il faut que les journalistes prennent leur part véritablement de la grande nation. Vous savez pourquoi je souhaite que les journalistes fassent tout ça? Parce que au final, nous projetons l'UNJCI peut-être dans 10 ans comme une organisation d'utilité publique avec une subvention claire dans le budget de l'État. Mais pour cela, il faut que l'État nous voit en train de travailler à construire véritablement une nation.
Alors, voici à peu près les quelques chantiers que nous avons. C'est vrai, je ne les ai pas tous cités parce que c'est un discours, malheureusement ou heureusement, mais vous avez la chance d'avoir donc le programme dans votre main, dont vous pourrez le lire en détail. Mais une chose est claire, devant vous, et je souhaite que toute mon équipe arrive. Revenez, s'il vous plaît. Revenez, s'il vous plaît, parce qu'on va prendre cet engagement ensemble. Voilà. On va prendre cet engagement ensemble. Devant vous, chers aînés, devant vous, chers consoeurs, devant vous, chers confrères, mon équipe et moi prenons 2 engagements. Le premier, c'est la transparence totale dans nos actions et dans nos décisions. Mais la transparence totale, vous en avez eu la preuve ce matin. On n'a pas transporté quelqu'un qui n'est pas journaliste. La transparence totale dans nos actions et dans nos décisions. C'est Yéman. Le deuxième engagement qu'on va prendre et qui va plaire à mon grand frère Fernand Dédé, c'est l'indépendance. L'indépendance, la dignité, mais aussi la solidarité et la confraternité qui vont désormais guider notre union. L'indépendance, j'insiste. Voilà. L'indépendance. L'UNJCI, sous nous, ne sera jamais l'ombre d'un pouvoir ni l'otage d'intérêts occultes. Elle sera et demeurera la maison commune de tous les journalistes, un espace de liberté, de responsabilité et de fraternité, où chacun et chacune de nous va trouver sa place et sa voix. Chers consoeurs, chers confrères, ce projet n'est pas celui de Franck Etienne, mais c'est celui d'une génération qui refuse de subir, d'une profession qui décide enfin de se respecter elle-même. Je vous invite donc à faire ce choix. Un journalisme d'excellence pour une grande nation. Je vous remercie.